On a à peu près une quarantaine de clients actifs répartis sur plusieurs offres sur l'agence. Là où sur le thème, on a à peu près 6 à 10 000 boutiques actives. Nous, notre porte d'entrée, généralement, elle est à entre 1500 et 2000 transactions sur le mois. Et après, c'est infini. Plus il y a du volume, plus on peut faire des tests précis, plus on peut enchaîner. Je sais pas, je vais te donner un exemple très concret. On dépense 400 balles par jour en publicité, ne serait-ce que sur Meta. Donc, je sais pas, on a peut-être un budget de 15-20K en acquisition pure. J'ai pas atteint ma limite, tu vois. On a les fonds nécessaires pour comprendre ce qui marche, faire nos propres itérations. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Thomas Giraud avec mon cofondateur Adrien. Il va nous parler de ses différentes activités et ce qui s'est passé chez lui depuis l'arrivée de l'IA. Donc, il a plusieurs structures. Donc, Thomas, bienvenue. Je te laisse te présenter. Salut. Salut, merci pour l'invitation les gars, je suis content de me retrouver avec vous parce qu'on se connaît de contextes différents et c'est marrant de vous voir maintenant développer la boîte ensemble. Du coup moi de mon côté je m'appelle Thomas, j'évolue dans le monde du e-commerce depuis je dirais, je sais pas, 2019, un truc dans le genre. Ça fait peut-être 6-7 ans que c'est le cas. Aujourd'hui, on a deux structures principales qui ont pour but d'améliorer les performances de boutiques e-commerce et qui s'adaptent, on va dire, à leur taille. On a acquis toute notre autorité, compétence sur le marché via The Deployer, qui est notre agence principale, à travers laquelle on optimise des sites qui ont du volume, principalement via des A/B tests, en comparant des versions en simultané et en allant recueillir de la donnée concrète sur ce qui marche ou pas sur un site spécifique. Il n'y a pas de généralité et nous, on vient casser, on va dire, ces mythes-là pour adapter les optimisations à la boutique, à ses clients, à ses canaux de trafic. Et la deuxième structure en découle de ces apprentissages, c'est un thème Shopify qui s'appelle le thème Full Stack. Le but, c'est cette fois-ci de diffuser, de toucher un volume de boutique qui est beaucoup plus large, de permettre à des plus petits stores d'accéder aux conclusions qu'on tire à l'intérieur de l'agence, tout en ayant un outil qui est efficace, simple à configurer et évolutif au fur et à mesure que notre e-commerce se développe. Ok, super clair. Donc là, tu as deux structures, une agence et un thème du coup sous forme de SaaS. Tu as un autre business, il me semble que tu as un studio de podcast actuellement où tu es. Ouais, bah, on peut en parler. Donc là, on est à Castme, à Malte. C'est un studio de podcast qui tourne depuis 2 ans à peu près. C'est un side project que j'ai monté parce que je crée du contenu depuis toujours. Donc c'était vachement aligné avec ce que je fais. Et ça me représente plutôt pas mal. C'était un super moyen aussi d'être actif dans l'économie locale, étant expatrié à Malte, de rencontrer de nouvelles personnes, d'élargir, on va dire, notre réseau plus loin que nos communautés françaises, on va dire. Bah, c'est un endroit aussi que j'exploite dans tous les sens pour créer du contenu, des ads, etc. Ok, trop cool. Et bah pour commencer à rentrer directement dans le vif du sujet, au niveau de tes différentes structures, comment tu es organisé? Il me semble que tu es un cofondateur sur ces structures-là, sur l'agence et sur le thème. Comment tu t'es structuré et comment aujourd'hui tu es structuré? Écoute, ça a beaucoup évolué avec le temps. Je dirais qu'au début, quand j'ai voulu me lancer, j'étais un peu dégoûté de travailler avec des gens. J'avais eu des mauvaises expériences et je voulais tout faire solo, rester en contrôle de tout. Et quand j'ai rencontré Maxime, qui est mon associé maintenant sur tout le groupe, donc agence plus thème, ça m'a rabiboché avec le fait de travailler avec quelqu'un. On est super alignés, on se marche pas dessus. C'est lui qui gère principalement le produit, qui a géré toute la partie production, on va dire, sur l'agence les premières années, là où moi, j'étais plus côté acquisition, stratégie. Et aujourd'hui, on continue ce duo, voire même plus que ça, parce que bah, aujourd'hui, sur Deployer, on a 15 personnes en interne et on a délégué la gestion de la boîte à Younes et Elliot, qui prennent le rôle qu'on avait au début, donc une personne en charge de la production, une personne en charge plus de l'aspect stratégique. Max se focus à fond sur le thème depuis 1 an et demi, et ça se voit sur la qualité du produit et son évolution depuis. Et moi, je garde un rôle plus stratégique sur les deux structures et surtout d'acquisition, qui est maintenant en vrai mon sujet principal. Donc en termes d'organisation, je dirais que franchement, moi, 80% de mon temps est dédié à aller acquérir de nouveaux clients
sur l'agence ou le TM, d'éduquer notre marché. On vient d'un moment où la notion de CRO, donc Conversion Rate Optimization, c'est ce qu'on fait à travers l'agence, n'existait pas, n'était pas connu en fait dans le monde du e-commerce du tout. Les notions d'A/B testing non plus. C'est aussi un métier qui vient de l'augmentation des coûts publicitaires qu'on a expérimenté à peu près en 2019, 2020, allez 2021, où c'était plus aussi facile de faire fonctionner une boutique et on a dû questionner son funnel et le faire intelligemment. Euh, et donc, euh, et donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, je continue de bouffer des trous, hein. Il faut. J'ai une partie de ma journée qui est jamais vraiment définie, et où je dois bondir sur deux, trois sujets, mais j'ai envie de dire que c'est quand même un petit peu plus sous contrôle maintenant. Beaucoup moins de rush, beaucoup moins d'urgence, beaucoup moins de trucs de dernière minute. On est beaucoup mieux structuré. On a des personnes qui sont aussi très responsables à l'intérieur de la boîte et qui me permettent d'avoir du temps et beaucoup d'attention à mettre justement sur toutes ces parties d'acquisition qui me concernent le plus, tu vois. Ok. Et comment toi, qui a un background technique, parce que tu es des développeurs, comment tu t'es retrouvé à passer donc, du côté technique au côté que stratégie, acquisition, et justement trouver un cofondateur qui lui gère la partie technique, qui était ton premier cœur d'expertise? Ouais, pour le contexte, du coup, avec Adrien, on s'est rencontrés à 42, à une époque où on savait pas trop de quoi était fait demain, mais en 2016 à peu près, quand on y est rentré, le but c'était d'acquérir des compétences techniques. On voyait que il y avait un vrai intérêt à se former au numérique entre guillemets et être capable de produire aussi dans ces environnements. Moi, je suis un techos de base. Je bénis le fait de comprendre ce qui se passe derrière la machine parce que ça me permet de mieux en parler. Maintenant, j'ai décidé de monter une boîte et en fait, j'ai beaucoup plus de valeur à apporter, à la représenter, à définir sa direction et à en parler. Là où Max est nettement meilleur que moi et plus structuré pour créer et améliorer le produit et surtout faire en sorte d'avoir une structure qui dure dans le temps. J'ai Et remarqué en fait, vas-y, Non, 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 continue, continue. j'ai remarqué moi que j'étais un peu plus le fou de la bande, qui a toujours des nouvelles idées, qui aime bien tester des nouveaux trucs. Et vu que c'était nécessaire à ma boîte, pour ma boîte, j'ai trouvé autant de passion à comprendre les gens, le marketing, la psychologie humaine, le copywriting, les scripts de vente, les stratégies publicitaires, que la technique au début. Et au début, je pensais que genre le numérique était égal au dev, aux bases de données et à tout ce qui en suit. Mais en fait, le truc, c'est que pour que ces bases de données se remplissent, que ton produit existe, soit utilisé par des gens, tu as besoin de le soumettre à ton marché. Et c'est devenu ma nouvelle passion. Ouais. Ok, donc tu es multitâche, enfin c'est un outil quoi, le marketing. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui un CEO d'une boîte, de plusieurs boîtes comme toi, d'un groupe, a besoin d'avoir un background tech ou est-ce qu'il peut s'en sortir sans dans le monde actuel? Je pense qu'il peut s'en sortir sans. Après, nous, on a fait des choix euh, d'avoir une structure et un cœur de métier qui se rapproche beaucoup de la technique, tu vois. Lancer des A/B tests, tu as une partie stratégique, tu as une partie plus marketing, d'accord, mais tu as des notions logiques, mathématiques, statistiques qui en découlent et techniques parce qu'il faut mettre en place ces tests, il ne faut pas abîmer l'existant. On fait des tests sur des boutiques qui ont des millions d'utilisateurs tous les mois. Il faut être ultra rigoureux sur ces parties-là. Donc, je dirais que pour moi, à l'heure actuelle, c'est une vraie richesse de connaître la partie, de savoir comment ça fonctionne derrière. Maintenant, tu vois, Elliot qui gère la boîte d'un point de vue plus stratégique, du coup, côté deployeur, a pas ces compétences techniques là. Il les acquiert ou du moins il comprend à peu près ce qu'il doit comprendre et ce qui est lié à son métier, ce qu'il peut faire ou pas faire. Et ça suffit large pour qu'il puisse s'exprimer parce qu'il est aussi backup par Younes qui lui a ce rôle de gardien, on va dire, plus tech, tu vois. Et donc toi en fait tu t'es entouré aussi d'experts dans leur domaine, de personnes qui ont les capacités de s'adapter et aussi une expertise clé que tu n'as pas forcément ou juste que tu peux pas gérer tout toi-même. Donc tu... Que je peux pas gérer moi-même.
Je vais pas te dire que je suis un crack dans tous les domaines, mais je sais à peu près tous les gérer. Maintenant, ouais, je suis allé chercher des personnes qui ont l'opportunité que j'ai pas de se concentrer à fond sur un domaine et de devenir meilleur que moi. Ouais. Et tu as fait ça par nécessité en vrai? Ou tu t'es dit par De pur quoi? choix, en fait, dans le sens où tu t'es dit, ok, je crée une boîte, de base, je suis techos, mais là, la Ouais. boîte, elle a besoin de trouver des clients, donc je vais me mettre à faire du marketing. J'ai commencé mon parcours plutôt en solopreneur à un moment où bah, j'ai monté une première boîte à 42. On avait une mini-agence de services dans l'école et j'étais déjà un peu la figure de cette boîte. J'étais pas en train de développer sur les projets. Ensuite, j'ai voulu faire de la formation. Donc, j'ai lancé pas mal de formats. Je me suis bien planté, surtout au début, à vouloir créer le meilleur produit et à être un peu dos au mur, de maintenant devoir le vendre et d'avoir des personnes qui décèlent ce beau produit. Tu vois, c'est dommage d'avoir mis autant d'énergie là-dessus pour que personne ne le regarde. Et en fait, c'était plus dans cette situation dos au mur que j'ai dit qu'il fallait que je change de vision en fait et d'approche et que je devienne meilleur ou aussi bon à créer un super produit qu'à le promouvoir. Et après, j'ai ouvert des portes qui étaient infinies quasi, sur lesquelles je me forme encore et j'apprends encore des tonnes de choses. Et en fait, au moment où on s'est retrouvé avec Max pour développer l'agence, on a pris tous les constats qu'on avait sur le marché. On est arrivé avec cette vision de faire évoluer des sites de manière méthodique, scientifique, en mesurant les choses. Et en fait, c'était assez naturel que moi, je sois plus porté sur l'acquisition, le fait de créer des connexions avec des nouvelles marques, d'éduquer le marché sur le sujet, là où lui était beaucoup plus à l'aise à faire tout ce qui se situait sur la partie euh, émergée, non, l'autre côté de l'iceberg, qui est de réussir à atteindre cette promesse et de réellement pouvoir la délivrer, tu vois. Ok, super clair. Et donc, d'abord, vous avez commencé, enfin, d'abord, tu as commencé en solo, ensuite, vous vous êtes rencontré avec Max, et c'est là que vous avez d'abord commencé à créer l'agence The Deployer, ou d'abord, vous avez créé le thème? Chronologiquement, Chronologiquement, juste le pour qu'on thème, ait un c'est peu un la produit timeline. qui existe. Ouais, chronologiquement, le thème, c'est un produit qui existe depuis longtemps, qui s'est développé en organique et que j'ai refondu principalement, enfin, je suis à l'initiative du thème. Et avant On a ça, sorti comment des s'est fait la premières. transition je suis seul à je développe un thème, une entreprise, Ouais, bah déjà naturellement lié à ton environnement. Mais alors, si je finis un petit peu sur la question, après je te donne un peu la transition. Mais chronologiquement, en fait, je sors de 42. Je vais vivre à Malte pour repartir de zéro. Je vais m'installer à Malte parce qu'il y a un truc qui m'avait choqué dans l'écosystème qu'on avait à 42, c'était la puissance d'être entouré de personnes qui pensent comme toi et qui sont plongées dans les mêmes sujets. Et je voulais la même chose qu'on avait sur la partie technique dev pour la partie business. Et donc je suis allé chercher des communautés de personnes qui faisaient du business et qui pensaient comme moi, et j'ai trouvé celle de Malte qu'on a mis du temps à créer, voire même développer. Je ne suis pas rentré dessus du jour au lendemain, mais j'ai pensé que c'était un bon écosystème pour continuer dans cette vibe-là, d'être entouré de personnes qui te challengent, qui comprennent ce que tu dis, ce que tu fais, pour qu'on se tire tous vers le haut. Et en fait, ces personnes-là, à l'époque où j'arrive à Malte en 2019, font tous du e-com, du drop. Et moi, j'ai cette partie, cette carte technique que les gens que je rencontre n'ont pas. Donc naturellement, je commence à toucher à Shopify parce que mes potes en ont besoin, tu vois. Et donc je commence à orienter mon contenu sur du Shopify et je passe instantanément dans un endroit où il n'y a plus personne qui en discute et où je suis quasi le seul acteur à parler de Shopify sur YouTube ou sur mon contenu. Et donc en fait mon business limite démarre à partir du moment où j'ajoute Shopify à la fin de mes titres de vidéos parce que je ne me bats plus contre personne. Je suis tout seul à documenter un petit peu cet écosystème-là. Et donc, quand tu ouvres les portes de Shopify, tu ouvres les portes
du développement parce qu'il faut customiser des boutiques, des thèmes, parce que du coup, quand tu customises des boutiques, tu customises un thème, et puis potentiellement, tu as des composants que tu réutilises, que tu peux rassembler sur un seul et même outil. Et puis ces boutiques, il faut savoir quoi changer dessus. Il ne faut pas que mettre en place des choses, il faut aussi réfléchir à qu'est-ce qui pourrait marcher ou impacter ton trafic. Donc là, il y a une dimension plus stratégique qui arrive. Et en fait, ça se fait assez naturellement. Là où moi, je me retrouve pas trop dans le modèle e-com drop de l'époque, je vois peu la valeur. Et je sais pas si c'est à tort ou à raison, mais j'ai envie et besoin d'exploiter ce cœur de métier technique que j'ai eu tant de mal à aller chercher et de rester sur la partie tech, quoi. Ok, ça fait sens. Et du coup, pour la transition, je crée le thème plus ou moins solo avec des composants que j'ai à dispo dans un monde où Shopify, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, hein. Shopify, à l'époque, il n'y a pas de sélecteur de section sur les pages. Tu dois trouver des moyens de contourner tout et n'importe quoi. Donc, c'est un thème début à l'époque avec une base de thème début avec des composants supplémentaires. La promesse de base, c'est d'installer le moins d'applications possible et de les remplacer directement dans ton outil pour avoir plus de contrôle. Et après, cette promesse a évolué au fur et à mesure que nous, on a compris de quoi les e-commerçants avaient besoin, à plusieurs stades d'évolution, parce que les besoins diffèrent pour un e-commerçant qui se lance, qui a besoin de simplicité, de savoir comment structurer ses pages. J'imagine VS selon les époques aussi, peut-être. Ouais, selon les époques et selon les possibilités. Parce que le développement de l'amélioration de Shopify en lui-même a rendu possible des choses qui étaient littéralement impossibles et pour lesquelles on en avait conscience à l'époque, tu vois. Et à vice-versa, est-ce que c'est arrivé qu'il y ait des fonctionnalités de Shopify qui tuent des fonctionnalités de ton thème, qui te fassent retirer certaines choses en mode t'as plus besoin, parce qu'en fait ça a tellement simplifié le produit qu'en fait ton thème, il y a des moments où peut-être tu avais des intégrations qui après ne servaient plus à rien ou se chevauchaient ou pas du tout et tout s'est fait en bonne transition avec Shopify? Je pourrais même te donner la même réponse avec l'IA. Il n'y a pas grand-chose qui tue notre produit, mais tout l'amplifie. Donc en fait, maintenant, tu as peut-être des features sur Shopify qui étaient des features clés qu'on avait sur le thème à l'époque et qui maintenant sont disponibles pour tous les marchands. Mais tant mieux, parce que le socle de base évolue. Et pour le coup, genre sur le thème, on a vraiment un train d'avance sur tous les besoins des e-commerçants parce que en plus d'avoir les fonctionnalités, des tonnes de fonctionnalités à dispo, on a les bonnes fonctionnalités à dispo, celles qui fonctionnent. Et ça a été prouvé par notre expertise et par des centaines de tests qu'on a lancés chez des e-commerçants. On l'a pas sorti de notre chapeau, tu vois. Et donc cette branche d'expertise. Tu leur expliques en 2-3 mots, genre un peu ce que fait le thème exactement, pour ceux qui connaissent pas. Ouais, si tu veux. Mais du coup, vraiment, c'est la valeur de base qui fait que en fait, tout s'amplifie, c'est que cette branche d'expertise supplémentaire couplée aux outils, aux possibilités et à tout ce qui est possible aujourd'hui via Shopify ou les IA rend le truc de plus en plus puissant, tu vois. Et pour résumer globalement, le thème, c'est vraiment un produit qui est complet parce qu'il pourrait cibler plein d'axes que des e-commerçants pour lesquels les e-commerçants se reconnaîtraient ou pas, tu vois. Typiquement, c'est un thème qui est super optimisé pour le SEO, mais ça va peut-être pas intéresser des personnes qui sont full Facebook Ads et qui se lancent. Mais pour autant, en fait, c'est un truc que tu vas débloquer dans le futur quand tu vas vouloir installer ta marque sur du long terme et tout commence à être pertinent. Le thème, c'est un produit qui vient reculer le plus tard possible le moment où tu vas avoir besoin de déléguer du développement ou installer des tonnes d'applications pour améliorer ta boutique parce qu'il inclut tout en un, tout ce dont tu as besoin pour faire croître tes ventes, tes conversions comme ton panier moyen et les profits que tu génères depuis ta boîte. Tu peux lancer des landing pages depuis le thème, pas besoin d'utiliser des outils externes. Tu peux paramétrer et avoir un niveau de personnalisation qui est proche de ce que font les builders de pages que tous les e-commerçants ont utilisé jusqu'à maintenant et qui maintenant est possible à l'intérieur de Shopify. Ça, c'est un super exemple de l'évolution de Shopify qui maintenant a été rendu possible directement dans un thème. C'est un truc qu'on a toujours voulu faire, qu'on a essayé d'aller chercher avec des sections plus custom, plus complètes, mais qui maintenant est possible grâce à l'évolution de Shopify. Et donc le but, c'est d'avoir un tool un peu tout en un, qui est rapide, simple à prendre en main, pour autant évolutif, qui te permet de cocher toutes les cases de ton cycle et de tes besoins
en tant que commerçant en retirant ta dépendance à des agences, des freelances, ou en te permettant en tout cas de faire appel à eux quand tu as vraiment besoin de leur expertise et pas sur des trucs bateaux. Tu vois. Typiquement, nos clients sur l'agence qui utilisent le thème font moins appel à nous. Et tant mieux. Parce que quand ils font appel à nous, ils font appel à nous sur des sujets qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus deep, beaucoup plus pertinents pour leur boîte et qui exploitent encore mieux notre expertise. Tu vois. Ouais, donc là, ils vont chercher de la valeur, quoi, là où ils en ont vraiment besoin. Et pas sur Exactement. Et niveau un petit peu stats, pour que les gens puissent un petit peu se représenter ce que c'est. Aujourd'hui, c'est quoi vous avez combien de clients abonnés sur le logiciel? Vous avez combien de clients abonnés plus ou moins sur l'agence? Ou combien de personnes vous avez déjà accompagnées sur les deux structures? On a touché des milliers de e-commerçants. Évidemment, l'impact est différent. Le thème, c'est un produit qui est accessible et qui est testable à 14 jours d'essai gratuit directement, et puis qui est vendu le prix d'une application alors qu'on en remplace 50. Tu vois, on veut la porte d'entrée la plus basse possible, que ce soit ultra accessible, et justement qu'on impacte un maximum de boutiques, alors que la porte d'entrée sur l'agence elle est plus élevée. Déjà, il faut avoir des besoins concrets. Tu pourrais rentrer pour quelques heures de développement, tu vois. Mais il faudrait que tu en aies besoin. Donc, ça s'adresse déjà à des boutiques qui tournent, qui stabilisent des ventes. Et puis après, sur la partie A/B testing, CRO, qui est vraiment le cœur de métier, la colonne vertébrale de l'agence, là, il faut du volume. Tu peux pas faire des A/B tests si tu as 200 transactions dans le mois. Ça n'a pas de sens. Tu dois te concentrer sur l'acquisition. C'est un mal pour un bien aussi, tu vois. Et les A/B tests, c'est bien pertinent à partir de combien? Nous, notre porte d'entrée, généralement, elle est entre 1500 et 2000 transactions sur le mois. Et après, c'est infini. Plus il y a du volume, plus on peut faire des tests précis, plus on peut enchaîner du volume de tests. Mais ça te donne une idée, tu vois, une marque qui stabilise 2000 transactions, il y a quand même certaines barrières à surpasser pour y arriver et débloquer, on va dire, cette option pour ta boutique qui aujourd'hui est indispensable, sincèrement. Et je la place quasiment au même niveau que les itérations que tu vas faire en créa sur Facebook ou sur ton acquisition. Si tu fais évoluer ton site en même temps, mais en fait, tu as 2 opportunités supplémentaires qui tournent en boucle pour améliorer tes profits en continu, tirer des apprentissages, me comprendre ton trafic, etc. etc. En termes de stats, maintenant, si je reviens à ça, je pense que sur l'agence, on a touché peut-être 300 boutiques. 400 boutiques depuis qu'on existe. On a été présent. Moi, je suis parti de pas grand-chose, tu vois. Donc, évidemment, on n'a pas pu aller chercher des marques comme Boku à l'époque ou Hydratis du jour au lendemain. On a d'abord fait nos armes sur de plus petites marques, puis des moyennes grosses, etc., etc. Avant de pouvoir avoir un discours, une méthode et une crédibilité auprès de plus grosses marques. Aujourd'hui, on est une des agences les plus implantées sur le marché français, en tout cas, sur la partie CRO et sur notre méthode. Les 3/4 des marques que tu vois faire de l'ADS en continu, passer sur Qui veut être mon associé, on les connaît de près ou de très près ou de loin. Et voilà, aujourd'hui, je dirais qu'on a à peu près une quarantaine de clients actifs répartis sur plusieurs offres sur l'agence. Là où sur le thème, on a à peu près 6 à 10 000 boutiques actives. Et en termes d'abonnés, je me rends pas trop compte, mais ça doit faire quelque chose comme 2000 abonnés actifs qui utilisent le thème aujourd'hui, tu vois. Donc vous avez un impact littéralement gigantesque, quoi. Et au niveau de votre audience, je pense sur la structure de l'agence, sur The Deployer, c'est majoritairement des clients francophones. Et sur le thème, c'est pareil, ou vous avez une disparité sur la provenance de vos clients? Alors, tu as un truc en e-com, c'est que toutes les personnes qui vendent en France sont pas forcément des boîtes françaises. Et pas forcément des Français. Donc nous, on est très bien implanté sur le marché français francophone. La majorité de nos clients sont français. Maintenant, tu as un truc aussi avec le e-com, c'est que tu as beaucoup de boîtes à Hong Kong, à Dubaï, des LLC, des LTD. C'est pour ça que c'est important d'avoir un setup international pour nous, comme pour nos clients.
Aujourd'hui, enfin, 95% de notre acquisition et clients sont des clients qu'on pourrait qualifier comme français. Et là, on est en train de franchir les barrières avec le thème, les frontières. Cool. Super, donc vous allez lancer à l'international. Parce que là, ouais, enfin, franchement, je ne sais pas, il y a combien d'e-commerçants en France sur Shopify, mais 2000 clients, c'est gigantesque, quoi. 2000 abonnés actifs, c'est gigantesque. Bon, on a encore une bonne marge de manœuvre en France, mais c'est vrai que notre impact, si on passe la frontière, peut être 100 fois plus. Enfin, la taille de notre audience est juste 100 fois plus large Mais ça veut dire si on aussi passe 100 la fois frontière. plus, ça veut dire aussi de nouveaux recrutements, grossir ton agence. Comment tu as géré d'ailleurs cette transition, cette évolution de ton agence? Parce qu'une agence, on dit toujours que c'est dur à scaler ou que c'est beaucoup d'humains, donc ça peut être compliqué. Comment tu as géré en fait d'arriver, de passer d'une structure qui gère 0 client à qui peut accueillir 200 et qui demain pourra accueillir des gens à l'international, donc ça voudra dire forcément beaucoup plus de personnes, ou du moins même avec des langues diverses, donc recruter même des gens qui sont peut-être natifs en anglais, fluent ou en espagnol ou je sais pas. Donc comment tu as géré ça et tu comptes gérer ça? C'est une super question et je pense que c'est la première fois que je vais y répondre publiquement. Mais au moins, ça permettra aux personnes qui suivent mon contenu, par exemple, ou qui me suivent depuis un moment, de comprendre nos choix. Je pense que j'ai atteint ma limite, moi, sur l'agence. C'est un gros paquebot, difficile à manœuvrer. À chaque fois que tu prends une décision, ça met 6 mois, 8 mois à être réellement mise en place. Tout ce que tu fais aujourd'hui a un impact dans les 3 prochains mois. Ce qui est totalement différent sur ce qu'on fait sur le thème, parce que c'est un véhicule qui est totalement différent. Et quand je t'ai dit au début de cette vidéo que le thème, c'était l'outil qui nous permettait de toucher le plus de stores, là où l'agence était plus la boîte qui nous a permis d'avoir la connaissance et de savoir comment on doit faire évoluer le thème et quels outils fournir aux e-commerçants ou informations et ressources, en fait, c'est un peu la transition qui est en train de se faire. Aujourd'hui, je parle plus du thème parce que c'est mon outil qui me permet de toucher le plus de stores possible et que nous, notre volonté depuis le début, c'est de fournir et de mettre à disposition notre méthode, nos apprentissages et d'impacter un maximum de boutiques à optimiser réellement leur conversion et leur panier moyen. C'est une promesse qui est difficilement atteignable. C'est une mission même qui est difficilement atteignable avec l'agence parce que par définition, le volume de boutiques qu'on peut toucher, il est nettement plus faible que celui qu'on touche sur le thème. Donc aujourd'hui, ma vision, on va continuer de développer l'agence, c'est sûr et certain. Elle ne va pas se développer aussi vite que le thème. Et de toute façon, on le voit, et c'est normal, c'est une question de véhicule, de port d'entrée, d'accessibilité, de tout et n'importe quoi. Exactement. Cependant, l'agence, elle a un rôle qui est super important parce qu'elle nous permet de continuer à comprendre comment le e-commerce évolue, comment on doit faire évoluer le produit. Ça reste la source d'information clé de notre expertise, de notre boîte. On est loin de tout comprendre et de tout maîtriser. Et chaque nouvel A/B test remet quasiment toute ma compréhension du e-commerce en question à chaque fois. Et en fait, c'est un outil qui fait beaucoup de sens dans notre écosystème. C'est une boîte qui fait beaucoup de sens dans notre écosystème à conserver si on veut continuer à faire évoluer le thème pour nos clients dans le sens dans lequel va réellement le e-commerce. Tu vois. Donc en fait, ton agence, elle est au service de ton expertise, si je résume. Et après, avec cette expertise-là, tu l'implémentes dans le thème. Donc en fait, tu reviens vers du logiciel. Et c'est ce logiciel-là, ce thème-là, qui va toucher le plus grand public et là qui est scalable et internationalisable facilement. Voilà. Ce qui n'était pas une conclusion que je pouvais faire 2 ans en arrière, je veux dire. Allez, peut-être 3. Parce que j'étais en train d'acquérir cette expertise auprès de marques, tu vois. Intéressant. Donc ouais, en fait, donc ça a coulé de sens, quoi. C'est le. Ok. Ouais, et tu vois, pour autant, le thème il tournait. Genre, il existait. Je sais pas si on aurait lancé un thème. Voilà, qui était. Ouais, je sais pas si on aurait lancé un thème. Peut-être qu'on aurait lancé des apps, d'autres solutions. Je sais pas. Dans tous les cas, je pense qu'à un moment ou un autre, on aurait cherché un véhicule qui permet de réaliser cette mission et d'avoir plus d'impact sur le e-commerce de manière globale. Parce qu'on sait notre méthode, elle fonctionne, c'est prouvé, tu vois. Notre track record montre qu'on sait apporter du résultat, comprendre un contexte d'une marque et juste augmenter leurs profits, combattre l'augmentation des coûts publicitaires. Ça, on sait faire.
ou du moins on a la méthode pour y arriver, tu vois. Et donc, ouais, on serait arrivé à la conclusion qu'il fallait transitionner vers un véhicule qui permette d'avoir plus d'impact. Le fait que le thème existait déjà, tournait un petit peu en fond, et que je m'en occupais de mon côté, a rendu assez évident le fait que en fait, c'est ça le véhicule, en tout cas là, maintenant, qu'on doit développer pour aller atteindre et je sais pas, genre juste que cette mission se réalise, tu vois. Et question sur ton paquebot, donc ton agence, parce que je dis peut-être une bêtise, donc tu m'arrêtes, mais toi, de ce que j'avais compris ou ce que je me rappelle, tu as réussi à créer une agence, une boîte, mais en fait un peu dématérialisée. Ça veut dire que tous tes partenaires sont à l'étranger ou tu as des bureaux à Malte avec des gens à Malte. Comment tu la gères au quotidien? 100% de ma team est française. Super important puisqu'ils échangent quasi tous avec les clients. Donc, on a, enfin, je suis fier de dire qu'on a des ressources qui sont françaises, qui connaissent bien la boîte, qui sont pas sous-pricées. On n'exploite personne si ça t'intéresse. Et pourtant, on a des conditions de travail qui sont en lien avec celles qu'on est allé chercher. J'ai entrepris pour être libre et j'en ai souvent été prisonnier. Et aujourd'hui, notre boîte, elle est structurée en respectant le quotidien, la routine et la localisation de chacun. La majorité de la team reste en France, dans des villes différentes. On se voit une fois dans l'année, mais on échange tout le temps. Tout est en remote, tout peut fonctionner de manière asynchrone, mais plus on se parle, plus on est efficace et tout le monde est au courant des sujets. Donc ça, c'est un peu notre structure à nous. Maintenant, vu que du coup, moi, je suis à Malte, que Max, mon associé, m'a rejoint, on a rencontré des personnes sur place qu'on a recrutées. Notre gestionnaire admin, elle est à Malte. Notre dernière CRO, elle est à Malte. Elliot, qui gère la boîte, s'est expatrié il y a un peu moins d'1 an. Et donc là, on commence. C'est peut-être pas impossible qu'on ait des bureaux un jour ici. C'est juste qu'on a tous fonctionné en bossant dans notre setup chez nous, que ça marche comme ça et que le fait de se voir en fait déjà de temps en temps, ça permet bien de rebalancer le truc, tu vois. Ok, super clair. J'avais une question un peu transversale sur les deux activités. Qu'est-ce qui a changé depuis qu'il y a l'IA? Du coup, vous êtes en full remote, donc forcément, tous les échanges, ils se font tous sur du Slack, sur du WhatsApp, sur du Telegram ou autre. Est-ce que, maintenant j'ai l'impression que là, en 2026, été 2026, on voit beaucoup d'évolutions, on voit plus de cas concrets d'usage de l'IA, mais on est moins dans une euphorie ou dans une panique générale. Maintenant, on sait vers quelles sont les directives qui vont être augmentées, remplacées ou substituées. On peut employer n'importe quel adjectif pour dire ça, n'importe quel mot. Vous, en day-to-day, il y a quoi qui a changé concrètement depuis le début? Je pense que comme dans tous les cycles, tu as un peu l'aspect tu vois de la lumière de partout, tu as envie d'allumer tous les interrupteurs et tu as des idées parce que maintenant tout est possible. Faut réussir à les canaliser, mais j'ai envie de dire que ça a été mon travail depuis toujours, parce que vu que moi j'ai toujours eu des idées, envie de lancer des trucs, de craquer tel marché ou truc dans le genre, j'ai toujours dû me canaliser à rester concentré sur mon projet, trouver de la diversité à l'intérieur de ce projet pour faire en sorte que ça dure longtemps et qu'on construise des fondations qui sont solides. Ça a toujours été le truc le plus important pour la boîte, et c'est aussi quelque chose qui est en lien avec la relation que j'ai avec Maxime, parce que Maxime, c'est vraiment l'expert pour créer quelque chose et ancrer des choses durables, là où moi, je vole comme un papillon sur les sujets, et j'ai aussi besoin de Max pour rester concentré et canalisé. Avec l'IA, c'était pareil. Maintenant, c'était assez graduel. Tu vois, on a commencé avec du chat, tranquillou, à juste mâcher quelques emails ou scripts de pub. Maintenant, ça opère bien. Ça comprend comment tu opères, et puis une fois que ça sait le faire, ça continue de le faire mieux, plus rapide que toi, tout en s'améliorant. Donc ouais, ça change la donne. Maintenant, ma vision, elle est simple. Déjà, je veux pas virer ma team. J'estime qu'à l'intérieur de la boîte, chacun a pris sa responsabilité sur son pôle, et que maintenant, moi, ma responsabilité, c'est que eux augmentent leur productivité
et leur confort de travail. On est arrivé dans un monde où en fait on peut livrer mieux, on peut livrer plus en faisant en donnant à peu près la même énergie ou même moins de charge de travail, tu vois. Genre, toutes les meilleures variables que tu peux aller chercher sont atteignables et on peut les regrouper au même endroit. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de sensibilisation pour la team. Déjà que sur leur sujet, scope, responsabilité, eux-mêmes améliorent à leur tour leur quotidien, leurs outils, leurs process. Dans le but d'être capable d'accueillir plus de clients, d'améliorer la rentabilité de la boîte, d'améliorer la qualité du service en même temps, sans que eux se retrouvent noyés de taf. Et aujourd'hui, je pense que c'est possible. Donc, le but là, déjà, côté agence, c'est de ne virer personne, parce que tout le monde a sa responsabilité et on reviendra en arrière. Je devrais reprendre une responsabilité, typiquement, genre boucher un trou si j'ai plus de designer ou X ou Y, tu vois. Par contre, on a bloqué les portes d'entrée. On ne recrute plus. On recrute plus parce qu'on est assez staffé et que la marge de manœuvre maintenant pour augmenter la productivité de la team, elle est beaucoup plus importante et pertinente que de faire rentrer une nouvelle personne sur des process qui risquent d'être obsolètes dans peu de temps. Côté thème, là où on se rapproche plus d'un modèle SaaS, déjà c'est exceptionnel parce qu'on a refondu tout l'écosystème qu'il y a derrière. On était dépendant d'applications tierces pour gérer tous les espacements, les funnels et tout, etc. On est passé en solution full custom qui nous a permis de braver les barrières des licences, du multi-currency, du multilangue, de préparer l'écosystème à un lancement à l'international. Idem sur la partie production de contenu, tout et n'importe quoi. Donc non, en vrai, c'est insane. Mais je garde toujours beaucoup de contrôle, je trouve, par rapport à ce qui est possible de faire. Et je le lâche vraiment au fur et à mesure, en étant sûr que quand on s'est remplacé, automatisé ou amélioré, c'est une brique qui reste, tu vois, parce que tu peux vachement lancer des trucs à tout va qui sont impressionnants à très court terme, mais qui ne deviennent jamais un asset réel de ta boîte, tu vois. Et est-ce que, en parlant de trucs à lancer dans tous les sens, est-ce que tu as fait comme le CEO, enfin le directeur de Shopify et aussi fondateur, donc Tobias Luke, qui en fait est tombé dans le vibe coding, mais à une vitesse impressionnante. Je ne sais pas si tu as vu une folie. Par exemple, en 2025, sur GitHub, il avait 500 commits. En 2026, il en avait 1004. L'année d'avant, il en avait 90. Et en fait, il s'est mis à passer donc, de réunions tous les jours, à passer toutes ses journées devant son ordinateur, donc tu vois, sur GitHub, et à pousser des commits, pousser des commits. Est-ce que tu es tombé dans cette folie vibe coding à tout tester, tout voir, ou tu as rapidement testé le truc et tu t'es dit, en fait, j'ai pas le temps, il faut que j'aille ailleurs, il faut que je mette mon énergie là où j'ai de la valeur? Je dirais qu'en fait, aujourd'hui, déjà, d'avoir plus de recul sur la boîte, ça me donne le temps d'aller creuser des sujets de fond comme ça, et de donner des outils et des ressources à la team. Et oui, je me suis perdu dedans, évidemment. Ok. Tout le monde s'est perdu. Évidemment, pareil, j'ai réveillé mon GitHub, j'ai envoyé je sais pas combien de commits, depuis l'époque de 42, j'en ai pas envoyé autant. Et j'ai créé des générateurs, des outils en fait, des ressources concrètes que ma team peut utiliser, encore une fois, qui peuvent être des assets qui sont utiles. On a plein d'idées qui maintenant sont vraiment réalisables en un laps de temps qui est court. Tu vois, typiquement, là, on a créé un updater sur le thème. C'est trop bien. Tu mets ton fichier d'avant, tu mets ton fichier d'avant avec toutes tes combinaisons, ta structure de section, ton branding, tout ce qui est paramétré à l'intérieur de ton thème. Et puis, tu récupères la dernière version mise à jour avec toutes les nouvelles features sans perdre tes configurations de base, tu vois, en 4 secondes. Ça, c'est on est en train de développer de l'aide pour les nuanciers, des rédacteurs de contenu, tout ce qui va permettre d'améliorer encore une fois la manière dont tu utilises le produit, parce qu'on a un produit qui est super complet, qui est simple à mettre en place et, comme je l'ai dit, pour autant évolutif. Mais sa brique évolutive, elle cache des fonctionnalités qui sont pas faciles à déceler pour des personnes qui débutent, et on doit les aider au maximum à mieux les exploiter, tu vois. Et ouais, pour te répondre, ouais, je me suis perdu, j'ai lancé des trucs dans tous les sens. Et encore maintenant, mais tu vois, genre, c'est trop bien. Moi, j'ai vraiment cette part où aujourd'hui, je pense qu'il y a au moins un tiers de mes journées qui est dédié à de la veille ou à tester des nouveaux outils. Et après, je pense que c'est un truc qui est super important. On fait partie des personnes les plus chanceuses dans l'ère de l'IA parce qu'on a une boîte qui fonctionne. Donc, on a des sujets en haut de la pile qui sont des vrais prétextes
pour utiliser tester. les nouvelles solutions et technologies et voir l'impact réel que ça peut avoir sur ton process, sur tes résultats. En fait, qu'à l'époque, tu déroulais tout manuellement de A à Z parce qu'il faut le faire. Et où là, aujourd'hui, tu as vraiment l'opportunité d'aller plus loin sans échanger ça contre un mois ou deux de développement, structuration de DB, connexion d'API, tout le truc dans le genre. Tu vois. Et ça me donne une autre idée de question dans le même thème. Vu que ton expertise, donc le cœur de l'expertise, c'est sur le CRO, est-ce qu'avec l'IA, vous arrivez à obtenir de meilleurs résultats en mode elle arrive à comprendre un peu ce qui ne va pas, comment améliorer, comment convertir? Ou est-ce qu'il y a un goût humain, une expertise humaine qu'elle n'est pas encore capable de faire en fait, pour deviner en fait, ce qui va convertir, quels sont les tests à faire, ou elle est déjà capable en fait, de vous aider à faire les bons A/B testing pour voir quel résultat va être le plus pertinent? On a un gros track record et on a construit une expertise. Donc, par défaut, ce que va te répondre Claude quand tu lui dis optimise cette page vs ce qu'on va te répondre nous, Le jour et la nuit, ok. a rien à voir. On va te sortir une réponse qui est beaucoup plus centrée parce qu'on sait où regarder, on sait où se cache le profit. Il va s'attarder sur beaucoup de détails que nous, on ignore volontairement parce qu'on sait où se cache la performance. Mais une fois que tu lui fais bouffer ce contexte-là, ton track record, tes bases de données d'A/B test, la manière dont tu réfléchis, ce que tu regardes. En fait, tu développes un assistant ou une personne qui a un esprit critique aussi et qui va potentiellement aller chercher des angles morts que toi, tu ne vois pas ou à côté desquels tu passes. Donc pour nous, on est vraiment dans ce stade où on utilise des IA pour aller compléter nos analyses. On garde le contrôle sur tout ce qu'on fait. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, on arrive à fournir des idées, des solutions ou identifier des problèmes plus massivement que ce qu'on était capable d'identifier en parcourant des analytics par nous-mêmes manuellement. Tu vois. Donc en fait, ton IA applique ta méthode et permet de l'amplifier. Ok. Ouais, et elle s'améliore à chaque tour de boucle. Parce que c'est comme ça que tu maximises l'alignement de ton IA par rapport à l'outcome que tu veux, en lui donnant simplement du feedback sur ce qu'elle te sort. Et pour le coup, il faut avoir l'expertise, il faut savoir ce que tu recherches et ce que tu veux obtenir. Et il faut être aussi assez critique pour identifier ce qui est pas cohérent, comprendre pourquoi c'est sorti et faire en sorte que dans ce cas-là, ce contexte-là, cette condition spécifique, ça s'applique plus. Et c'est là où cette logique de dev, ou celle qu'on est allé chercher à 42, c'est pas le seul et unique moyen, mais cette logique que moi, en tout cas, je suis allé chercher à 42 à l'époque, je l'utilise, je l'applique dans toutes mes décisions ou manières de faire. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant en fait. Il n'y a rien de plus puissant, c'est comme ça que les IA fonctionnent et on l'a compris. Et juste, je trouve que tu es plus à même quand même de leur parler et d'améliorer le truc. C'est logique, tu vois. Je comprends. Moi, j'ai le même ressenti. En fait, on a été formé à tester, itérer, comprendre, en fait, et avoir la big picture, quoi, en testant, en faisant. Donc pas en théorie, en fait, en pratiquant. Et en fait, t'itères. Et forcément, en fait, à force d'itérer, tu sais faire. Et l'IA fonctionne pareil, quoi. Elle va chercher la réponse, elle va tourner, jusqu'à trouver la bonne série de tokens. Donc, ok, cool. Et sur les deux structures, c'est quoi la suite? Parce que là, du coup, tu as eu vraiment l'expertise du CRO et la connaissance des e-commerce avec The Deployer. Ensuite, tu as réimbriqué toutes ces connaissances et toute cette expertise dans le thème. Là, tu me dis que sur le thème, tu veux maintenant partir à l'international. Le paquebot, j'ai cru comprendre que tu étais maintenant plus ou moins détaché que ça, que tu avais réussi à le mettre en self-pilotage, on va dire, à déléguer les rôles de management et de direction. C'est quoi la suite pour les deux structures? Ouais, alors je me suis pas complètement détaché de l'agence, mais on va dire que mon rôle aujourd'hui, c'est de ramener des clients sur l'agence ou de la représenter, même s'il y a plein de partenariats ou de choses qui sont en place, et même ma team qui commence à aussi être vecteur d'acquisition.
moi, mon rôle, c'est de continuer à affiner, comme sur les IA, comme on le disait, tu vois, de continuer à affiner l'alignement et de faire les mêmes feedbacks que je ferais à mon Claude, à ma team, sur ce que eux sortent pour que ils continuent enfin, pareil, que moi, je sois aussi... d'avoir plus de recul sur l'agence, ça me permet de voir des angles morts que j'aurais pas vu à une époque où j'avais vraiment la tête dans le guidon avec eux, tu vois. Et donc, je trouve que ma valeur, elle est encore plus pertinente maintenant à l'intérieur de la boîte parce que je vois ce qui se passe et je suis capable d'avoir un vrai esprit critique dessus, là où je me rendais peut-être moins compte de choses à l'intérieur de la boîte. Là, concrètement, en gros, le but, c'est vraiment de diffuser le thème au maximum parce que factuellement, on a le meilleur produit du marché. Il faut juste qu'on le fasse savoir au monde entier. Et ça, c'est le sujet principal. J'ai pas envie de passer à un seul autre sujet tant que ça, c'est pas coché parce que j'aurai toujours ce sentiment de ne pas avoir accompli ou de pas être allé au bout de ce truc. Et donc, à côté, là, j'éteins tout le bruit, toute la lumière, tout ce qui va autour. Vous pouvez me parler de tout et n'importe quoi. Genre, je sais que ce que je dois faire, c'est diffuser au maximum le thème parce que c'est ce qui va me permettre, et je vais revenir dessus, de réaliser vraiment la mission qu'on s'était donnée avec Max au début. À partir du moment où on a compris qu'on avait une méthode, une manière de faire évoluer des sites qui fonctionnait et qu'on s'est dit, on s'est tapé dans la main et on s'est dit on veut toucher le maximum de stores possible parce que les gens n'ont pas conscience de ça et on veut et aujourd'hui on a vraiment l'outil qui le permet de le condenser de manière très concrète. Tu vois. Après on verra peut-être des apps. Moi, j'aime la stratégie de boîte, j'aime l'acquisition. Donc, je le vois d'ailleurs avec vous. Je vais toujours te donner un avis, par exemple, sur plein de sujets que tu vis dans ta boîte ou problématiques. Je conseille beaucoup de potes. Je me vois très bien avoir un rôle de stratégique sur plusieurs structures aussi diverses et variées qu'elles soient, de continuer de développer d'autres choses à côté, le studio comme business physique, etc. Mais mon focus principal, c'est le développement du thème. Il n'y a rien d'autre. Et derrière, à terme, continuer de développer l'écosystème. Aujourd'hui, tu vois, l'agence nourrit le thème nourrit l'agence parce qu'on a plus de visibilité, on touche plus de sorts. Une personne qui grossit avec le thème va naturellement s'orienter vers l'agence pour aller plus loin. C'est pas impossible qu'on développe des apps, c'est pas impossible qu'on développe des solutions qui sont complémentaires et qui viennent continuer de renforcer et alimenter cet écosystème-là, qui a encore une fois pour but de maximiser les performances des e-commerce, des e-commerçants, la connaissance de ce qui fonctionne ou pas sur leur boutique. Et voilà pour l'instant. Ok, D'ailleurs, on nickel. en vient à une autre question qu'on n'a pas posée, qui est sur le financement. Donc, je comprends, en fait, toi, tu y vas couche par couche. Ça veut dire que j'imagine que tu es en mode bootstrap. Et il n'y a pas un moment où tu t'es dit, OK, je vais lever des fonds, par exemple, pour accélérer sur le thème, pour lancer un logiciel, ou c'est quelque chose que tu as dans le coin de la tête, ou tu es toujours en mode titère, couche par couche, en y allant petit à petit? Ouais, on est bootstrap de A à Z. Je pense qu'il y a un truc, c'est que quand je suis sorti de 42, je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce que je monte une licorne? Je sacrifie tout ce que je mets de côté. Je all-in business et je crée un truc qui a un impact mondial et qui peut aller chercher des sommes ou des niveaux de croissance qui sont astronomiques. Et avec le temps, j'ai trouvé un équilibre dans ma vie perso, Les persos, ouais, le sport, mes relations amicales, familiales, amoureuses, que je veux perdre pour rien au monde. Et je tuerai pas ça pour de la croissance à tout prix. Je suis très à l'aise avec le fait de croître de manière contrôlée maintenant, sans brûler les étapes, parce que je sais qu'on construit quelque chose de durable et qu'on pose des fondations qui sont solides et sur lesquelles on ne revient pas en arrière. Je pourrais aller plus vite, j'ai toujours une part de frustration, mais après j'ai toujours ce truc qui me rappelle à l'ordre, qui me dit mec, t'es libre, tu peux voyager où tu veux, tu vis ta vie avec tes propres règles, t'apportes de la valeur, du mieux que tu peux. En tout cas, je fais du mieux que je peux depuis des années. Et juste ça, ça me rend super à l'aise avec le rythme qu'on a à l'heure actuelle. Et surtout, là, typiquement, sur le thème, je sais pas, je vais te donner un exemple très concret. On dépense 400 balles par jour en publicité, ne serait-ce que sur Meta. Donc, je sais pas, on a peut-être un budget de 15-20K en acquisition pure. Dessus, j'ai pas atteint
ma limite, tu vois. On a les fonds nécessaires pour comprendre ce qui marche, faire nos propres itérations. Et peut-être que quand la limite sera le budget pur, je me tournerai vers des solutions de financement, j'en sais rien. Mais pour l'instant, on a tellement de trucs à craquer encore en interne que c'est pas du tout un sujet qui est sur la table, tu vois. Et ta philosophie est drôle parce qu'en plus, d'autant plus à l'heure de l'IA, c'était déjà le cas à l'heure de la vague startup, on va dire post-Covid, pendant le Covid, où il y avait des levées de fonds à gogo. Maintenant, ça atteint un niveau qui est encore plus hallucinant, où en fait, même quand on écoute les fondateurs, c'est directement la Ligue des Champions, donc lever le plus, faire rentrer le plus de cash rapidement, quitte à se cramer la santé. Parce qu'en fait, forcément, à un moment, on n'en parle plus pas, mais tu as le stress, enfin, la vie familiale, la vie tout court, comme tu disais, le sport, tout est compliqué. Donc toi, tu as vraiment pris le choix inverse. En fait, tu y vas dans ton... pour pas t'abîmer, quoi, pour prendre du plaisir dans ce que tu fais, pour pas chercher la performance, sachant qu'on est quand même à une époque où on va la chercher, on veut maximiser en fait la performance. Toi, tu es un peu dans le biais inverse, quoi. Tu la cherches, mais à ton rythme. Parce que ça fait des années, j'ai connu les deux situations, on va dire. Genre, au début, il y avait tout à construire. Et je suis rentré tout droit dans ce truc-là. Et j'ai créé un déséquilibre chez moi, où au final, j'avais potentiellement atteint la situation financière que je souhaitais au début. Je sais pas, ne serait-ce que Être libre juste financièrement. avoir suffisamment de revenus pour payer ton loyer, sans avoir de patron, un truc dans le genre, et tout, etc. C'était sûrement même l'objectif de base. Sauf que quand c'est arrivé, j'étais tellement déséquilibré sur plein d'autres facteurs que je n'étais pas du tout épanoui dans cette vie-là ou complètement heureux. Et donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé pour aller chercher cet équilibre-là. Et maintenant que je l'ai, bah, j'ai plus envie du tout de revenir en arrière, même si mon business se développe plus doucement, stagne même, peu importe. C'est OK parce qu'aujourd'hui, le fait que je sois mieux dans ma tête, dans mon corps, dans mes baskets, que j'ai des pensées qui soient plus claires, que je sois mieux avec les gens, que je sois souriant, et tout, etc. En vrai, ça a un impact sur mon quotidien, sur mon taf et sur le plaisir que je prends à poser de nouvelles briques sur le thème qui est inexplicable et qui n'a rien à voir avec le sentiment que j'avais à l'époque où je me sentais dépassé de tous les coins, tu vois. Et cette manière de créer, parce que du coup, sur ton rôle quand même de marketing, d'acquisition, de trouver des clients, tu es resté tout le temps sur les fondamentaux. Tu as fait beaucoup de vidéos YouTube sur tout l'écosystème Shopify. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai découvert, moi. T'es notre premier stagiaire, Thibaut, non? Je sais pas, je crois, ouais. Hein. Mais t'as bossé avec nous? Bah oui, j'avais poncé sur ma marque e-com tes vidéos YouTube quand je lançais ma première boutique Shopify. Et après, quand j'étais en école de co, j'avais besoin d'un stage et boum, je suis passé à Malte. Ah oui, je me souviens le message que tu m'avais envoyé, le gros pavé que tu m'avais envoyé. J'avais où envoyé j'avais un dit, pavé c'est bon, comme ça. Pour l'anecdote, j'avais envoyé 200 emails à des boîtes partout en Europe. J'étais désespéré. Et là, je me dis, ah purée, ouais, il y avait le fondateur du thème, Shopify, il est à Malte et tout. Allez, je tente, j'envoie un message de 800 caractères, je crois, sur Insta. Et il me dit, oui, ou ok. Je dis, ok quoi? Il dit, ok, bah vas-y, viens. Et du coup, c'était cool, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais, Ok, mais vas-y, oui, viens. du J'étais coup, à Lanzarote, putain, je m'en souviens. Genre, c'était une bonne anecdote. Parce que je suis comme ça, en fait. Genre, j'ai pas été jugé à mon papier, à mon CV. Et si tu me jugeais à mon CV ou à ce que tu pouvais voir de moi ailleurs, enfin, ce que je représentais ou l'énergie que je pouvais donner à l'époque, enfin, jamais on m'aurait donné ma chance à 42, jamais j'aurais pu faire quoi que ce soit. Et donc aujourd'hui, je fonctionne pareil un peu avec les personnes avec lesquelles je bosse. Bah, vas-y, t'as l'air déter, montre-moi juste de quoi t'es capable, Et je comment pense ça se qu'on passe est... quand tu produis, on adapte, tu vois. Puis on est dans des domaines comme c'est pas des grosses structures où tu peux être un employé qui disparaît ou qui délègue le travail à un autre. En fait, tu peux pas vraiment tricher. Parce qu'en fait, c'est soit tu as une compétence ou tu l'as pas, mais tu es capable d'apprendre, de t'adapter et de délivrer, en Ah ouais, fait, donc ouais, vite d'apporter s'en du rendre compte, hein. résultat. Soit s'il n'y a pas de résultat, ça se voit de suite. Immédiatement. Et tu vois, on est en contact depuis je sais pas combien d'années. Du coup, depuis Thibaut, t'es arrivé, la boîte, elle était jeune. On était en train de créer tous les premiers apprentissages sur notre méthode et manière de faire. Et en vrai, je me reconnais beaucoup dans ton parcours. T'es un mec qui est ultra structuré, t'as la dalle,
tu te donnes les moyens d'atteindre tes objectifs, etc. Et en vrai, c'est pour ça qu'on est toujours aussi connectés, tu vois. Genre, on se ressemble de fou sur le parcours, la vision. On accepte que le parcours, potentiellement, il est semé d'embûches, qu'il n'y a pas de raccourci. Et on est discipliné, tu vois. On met une pierre tous les jours. On n'attend pas de résultat direct. On sait que on croit en process, tu vois. Et on continue. Et on se remet en question. Et pour reprendre la question de Thibaut Larsandré, donc toi, tu as dit que tu dépensais donc 15 000 à peu près en ads. À côté, tu as ton studio de podcast, donc j'imagine que tu continues à faire du contenu organique. Comment tu balances les deux? Parce que je t'imagine que les ads, tu mets de l'argent, tu as plus de résultats. L'organique, il t'apporte quoi à côté? Et si tu devais en choisir qu'un, tu garderais que les ads, que l'organique, les deux forcément. Comment tu gères tout ça? Tout est en train d'être remis en question, ça prend du temps. De créer une stratégie globale de contenu, surtout avec le lancement à l'international, etc. Ce qui est sûr, c'est que j'ai tout testé. Enfin, il me reste plein de choses à tester, mais j'ai testé beaucoup de canaux d'acquisition, beaucoup de formats, beaucoup de trucs et tout, etc. J'ai trouvé, en fait, par exemple, c'est un peu pareil, c'est que je vais pas faire ce format juste parce que c'est un format qui est rich. Je dois trouver un format qui est rich, mais qui apporte du business, qui sert mon activité. Je dois trouver un format qui est rich, qui apporte du business, avec lequel je suis à l'aise. Je vais pas me métamorphoser ou faire quelque chose qui m'est ultra inconfortable parce que je sais ce que j'aime. J'aime tourner des vidéos, j'aime apporter de la valeur, j'aime transmettre. Et j'essaye aussi souvent d'associer au maximum ma source ou mon canal d'acquisition, le type de contenu ou le format que je vais faire à ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup de contenu qui ne marche pas, mais c'est aussi pour ça que je continue constamment d'itérer. Et outre le fait que la quatrième variable, c'est qu'il faut que je trouve quelque chose qui soit assez répétable. C'est pour ça que je teste pas des formats qui sont ultra spécifiques, assez durs à produire ou trucs dans le genre, parce qu'il faut que je le fasse rentrer aussi dans une machine qui se répète. À tort ou à raison, tu vois. Mais c'est un peu ma vision du truc à l'heure actuelle. Donc bref, pour te répondre, je vais essayer de te répondre simplement. Ads ou organique. Ads pour l'impact court terme et pour le petit shortcut pour être connu par ton audience cible plus rapidement, organique pour l'aspect long-termiste et fondation qui dure, quand tu as bien capté qui est ton ICP, à qui tu t'adresses et que tu crées des briques qui sont durables. Très bien. Ok, super clair. T'avais d'autres questions, Adrien, à poser à Thomas ou pas? Non, c'est toujours dans le fil, donc ça vient à l'instant. Ok. Moi, de mon côté, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Au niveau des sujets plutôt IA, on a fait le tour aussi. Le thème. Ah oui, petite question aussi sur le podcast. Pourquoi avoir créé ce podcast? Le studio Studio de podcast, pourquoi l'avoir créé? Ça m'intéresse. Bah écoute, j'avais de l'oseille à investir. Tu vois, je fais déjà plein de trucs, de la bourse, de la crypto, je sais pas quoi d'autre d'ailleurs. Mais je sais pas, il y avait plein d'aspects, tu vois. Déjà, ça me parlait, c'est un truc qui me ressemble, je t'ai dit. Ensuite, j'habite à Malte depuis 7 ans et je trouvais que ça faisait du sens d'être actif localement. D'ailleurs, ça m'ouvre beaucoup de portes. Et je suis en train de le réaliser, tu vois. Je pense que toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis les 2 dernières années avec le studio, je commence à voir un petit peu l'impact que ça a de connaître du monde. Parce qu'avant le studio, tu étais inséré dans l'écosystème maltais global ou que l'écosystème français de Malte? On a lancé avec notre écosystème français parce qu'on connaît peut-être 500 Français sur l'île expatriés, on est bien implanté dans les communautés, tu vois. Mais d'un autre côté, et ça c'est un peu l'autre side, c'était qu'est-ce que valent mes skills online, tu vois, de mecs qui lancent des pages de vente à foison. Qu'est-ce que ça vaut sur un business physique, tu vois. Et en fait, du coup, en plus, on est sur un petit marché. Je crois en 1 semaine et demie, j'ai rempli la page Google. J'ai ranké premier sur tous les
terme. J'ai fait tout le système de booking, tout est online, automatisé. La gestion des entrées de clients. Il fallait juste que je trouve un opérateur solide et c'est le cas. On a une personne qui nous accompagne depuis quasi 1 an et demi, tu vois, qui gère toute la partie opérationnelle physique sur place. Et donc, ouais, je pense que c'était un petit challenge perso de se dire, tiens, en vrai, si j'ai X milliers ou dizaines de milliers d'euros à investir, il n'y a pas grand-chose qui peut t'apporter un meilleur rendement que d'avoir la main sur ce qui fait fructifier ton argent, tu vois. Donc, de monter un business. Maintenant, monter un business, ça va toujours avec le side effect, qu'en fait, ça te défocus de ton activité principale, ça te prend du temps, de l'attention et tout ce qui va avec. Ce qui a été le cas, genre dès le début, je peux pas me voiler la face, mais tu vois, là, je suis parti, j'ai voyagé de mi-novembre à avril, j'étais pas sur Malte. Je suis allé je suis allé vadrouiller un petit peu. Le studio, c'est pas du tout arrêté de fonctionner, au contraire. Et ça, c'est la force de l'asset que tu as construit. Donc, en fait, c'était un bon moyen de faire un bilan de compétences, de dire est-ce que je suis capable de faire croître un business physique avec mes compétences en ligne, de le structurer de la même manière dont on a structuré l'agence, qui est quand même une des structures qui sont exigeantes en termes de process, parce qu'il y a beaucoup d'humains qui sont entre les deux, autant que côté client que nous, équipe, et de voir un peu ce que ça donne sur notre business. Et en fait, j'ai la confirmation que il n'y a pas grand-chose de plus, enfin, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Je pourrais monter un resto, je pourrais monter n'importe quoi. Je suis convaincu de ma capacité à prendre assez de recul et structurer le truc correctement, savoir aussi identifier les actions qui peuvent avoir le plus d'impact sur le biz. Et ça fait toujours quelque chose c'est toujours quelque chose qui fait du sens, hein. Moi, j'aime trop passer du temps au studio, tourner des petites vidéos pour moi, avoir le temps. Là, on a là, juste avant cet épisode, on a le gouvernement Finance Malta, donc une branche du gouvernement qui est venue tourner. Et puis après, on va avoir un créateur de contenu italien comme moi qui balance des vidéos sur YouTube, sur Shopify. Enfin, genre, c'est marrant, tu vois. Genre, il y a tout et n'importe quoi. Et pour autant, il n'y a que des profils qui sont très inspirants. Et qui viennent raconter leur histoire, lancer leur VSL, sortir des batchs tu vois, on parle le même langage, c'est marrant, tu vois. Et ce modèle-là, Génial. tu vas continuer à le faire croire, par exemple en ouvrant d'autres studios à Malte et peut-être dans d'autres pays, ou pour l'instant ça restera un studio et tu n'as pas plus de temps à y allouer? Ouais, ça m'intéresse pas de lancer un truc global. Je pense que c'est pareil, c'est une mission de vie, tu vois. Genre, je veux franchiser le truc, je veux partir, ou alors faudrait que je trouve un gestionnaire qui a cette ambition, tu vois. Un bon CEO. Futur associé potentiellement, ouais, grave. Pour l'instant, on veut juste, j'aime Malte, c'est un petit endroit, tu vois. C'est une petite C'est île. chez toi. Ouais. On est ranké premier sur Malte. Tu t'arrives, t'allumes ton Internet en sortant de ton Ryanair, tu te fais target par une pub Casmi direct. Je vais rouler avec ma Casmi mobile où il y a le gros logo de la boîte derrière, immatriculé Casmi avec un QR code pour booker ta session. Et en vrai, je veux pas, je veux pas me prendre plus la tête que ça, tu vois. J'aimerais bien avoir peut-être un lieu plus grand, des variations de décors, mais en attendant, pareil, super à l'aise avec l'état actuel du business. Et si on arrive à sortir plus de profits, ça peut devenir quelque chose qui a juste plus d'impact localement. C'est tout. D'ailleurs, toi qui vis à Malte maintenant depuis, je sais plus combien d'années, mais depuis longtemps, 7 ans, mec. 7 ans, donc tu as dû voir toute la vague dropshipping, tu as dû voir un peu la vague crypto quand il y avait. Tu as dû voir aussi beaucoup peut-être OnlyFans, de tout gens ce que tu veux. bouger ou revenir. Comment a évolué la population qui était à Malte? C'est toujours encore spécifique e-commerçant. Certains ont bougé à Dubaï, en Indonésie ou je ne sais où, retourné plus en France. Comment évolue un peu l'écosystème local? Il y a de tout. Il y a de tout, mais je peux te dire que là, quand même, on a un noyau de communauté française, enfin, en tout cas de potes même, qui est assez solide, tu vois. Tout le monde part, mais tout le monde revient. Mais on sait pourquoi on y reste, tu vois. Genre, en vrai, c'est un endroit qui est facile à vivre, qui est super accessible. Non, moi, j'habite à 15 minutes de l'aéroport, c'est facile de prendre un avion, on dessert l'Europe entière, je peux bouger partout, tout le temps. Je peux être dans 3 villes différentes ou pays différents chaque semaine. Il n'y a pas de décalage horaire avec la France, il fait tout le temps beau, les gens ils sont chill. Enfin, je pourrais sortir la liste à foison des raisons pour lesquelles je reste et des raisons pour lesquelles la team continue de revenir. Et maintenant, oui, il y a eu des va-et-vient. Ouais,
de fou. Il y a des personnes qui sont servies de Malte comme un passage pour rencontrer des gens, lancer, stabiliser leur activité, qui sont allés dans d'autres pays qui leur correspondaient mieux. D'autres pour lesquels qui ont tenté leur chance même, qui n'ont pas forcément eu de résultats, qui sont rentrés en France, mais au moins ils ont eu cette expérience en plus, tu vois. Et il y a vraiment tous les chemins, tous les types de business. Maintenant c'est beaucoup moins full e-com, puisque les barrières à l'entrée en e-commerce sont quand même beaucoup plus élevées qu'elles l'étaient à l'époque. Mais tu vas avoir des gestionnaires d'agence, tu vas avoir des médias buyers, tu vas avoir des personnes qui ont des business physiques aussi. Là, tu vois, on est 5 dans la team, je pense, à avoir monté un business physique. De par notre expérience en ligne, on a un pote qui a un barbeur, on a un pote qui vend des cookies, on a un pote qui a le plus gros média techno de Lille, qui organise des soirées. Et en fait, on se pousse tous. On se fait des collabs entre nous, ils viennent tourner au studio, on se fait des backlinks en SEO, tu vois, genre c'est marrant, c'est un petit campus, tu vois, où tout le monde est réuni, crée des trucs ensemble. Et moi, cet écosystème, genre, je l'aime par-dessus tout pour ça, tu vois. Et comment t'expliques ce retour au physique un peu généralisé? C'est quoi? C'est une overdose du en ligne? C'est une envie d'autre chose? C'est une envie comme toi de tester un truc, ok, que vaut mes skills dans le monde réel et pas sur Internet? Un peu de tout? Tu l'expliques comment? Moi, en tout cas, c'est pas financier, tu vois. J'ai jamais pris un bal de studio. Mais après, je l'exploite. Enfin, je me rémunère d'autres manières que financièrement, quoi. Pour d'autres, c'est souvent un investissement quand même. Parce que la majorité des personnes qui ont monté un business physique ici ont des activités en ligne qui marchent bien. Mais t'as de tout, hein. Tu vas avoir ceux qui s'épuisent aussi de la partie en ligne, qui ont besoin de plus de contact avec les gens, ce qui est compréhensible. Mais c'est vrai que quand tu as connu aussi des produits qui potentiellement sont scalables, où tu as limite que ton nombre de tickets au support qui augmente quand tu génères de la croissance, mais que tu accueilles 1000 ou 10 000 utilisateurs qui ont la même solution, et que tu reviens à faire des dégradés à blanc à la chaîne. Encore une fois, j'ai rien contre les barbeurs, mais c'est juste que, encore une fois, c'est des véhicules qui sont différents et ça peut être aussi un step back en termes de modèle quand tu lances. Enfin, il y a tout et n'importe quoi, mec. Genre, franchement, je saurais pas te donner une seule et unique raison. Je pense juste que, par exemple, c'est pas con ce que tu as dit. Genre, revenir au physique, tu vois, c'est quelque chose de réel. Aujourd'hui, tu vois, je parlais avec une marque qui est un client qui s'appelle Signe, qui vend des collants. 90% des collants sont encore achetés en ville, dans la rue, tu vois. Et donc, avant que le e-commerce prenne 100% le dessus là-dessus, ça cohabitera, ça continuera de cohabiter. Et je pense que même plus les IA, les fausses voix, les faux UGC créateurs, etc., existeront, plus on cherchera à se rapprocher de base, de trucs basiques, de juste bouffer en tailleur dans un champ avec tes potes, tu vois. Ok, dernière question de ma part sur ton expertise. Tu t'as dit rapidement tout à l'heure que la barrière à l'entrée des e-commerce a augmenté et c'est beaucoup plus dur de se lancer maintenant qu'avant. Tu l'expliques comment? En quoi elle a augmenté, si tu pouvais, aux gens qui vont regarder et qui ne le savent pas ou qui se lancent dans ce domaine? Tu leur dirais quoi? Et en fait, où est la barrière d'entrée maintenant? À quel niveau elle se situe? Comment la contourner? Ou est-ce que ça va être dur de la dépasser? La barrière à l'entrée en e-commerce, elle s'est durcie. Elle n'est pas infranchissable, hein. Au contraire. Elle s'est durcie parce que les gens ont abusé. Parce qu'à l'époque, tu pouvais prendre à peu près n'importe quel produit sur AliExpress que tu acheminais en un mois ou plus. Lancer des pubs rentables dessus, c'était OK, ça faisait partie des standards des consommateurs. Et puis, il y a des personnes qui n'ont juste pas envoyé les produits. Et puis, il y a des personnes qui communiquaient très mal, qui s'en foutaient de leurs clients, qui étaient juste concentrés sur le fait de faire des ventes. Et même s'ils envoyaient le produit un mois plus tard, en fait, ils avaient déjà une plainte de la part de leurs clients. Et en fait, cette vague d'abus, et je peux te citer plein d'autres exemples, a poussé les plateformes publicitaires à renforcer leurs conditions pour protéger leurs utilisateurs. Un utilisateur qui achète sur Facebook et qui se fait scam 100% du temps, c'est une personne qui va plus acheter sur Facebook. Ouais. Et une personne qui achète plus sur Facebook, c'est une personne qui tue le modèle économique de Facebook. Donc, tu es obligé de durcir ces règles-là en étant Facebook, de bloquer des comptes publicitaires, de renforcer
tes règles pour maximiser et maintenir la confiance de tes utilisateurs. Parce que si tu perds ça, tu perds ton cœur de business et d'activité. Donc aujourd'hui, déjà, tous les modèles dans lesquels tu as un produit de merde que tu shippes en X semaines ou mois en t'en foutant complet de tes clients, ça n'existe plus, c'est plus possible. Et c'était possible à l'époque. Ok, ça veut dire qu'en entrée, ça te demande déjà plus d'expertise. Parce que pour savoir gérer un suivi client, savoir bien shipper ton produit, j'imagine qu'il y a des basiques maintenant que tu es obligé d'avoir pour pas te faire shutdown qui n'existaient pas avant. C'est ça? En fait, je pense que c'était plus facile de faire un hold-up oui, ok. quelques années en arrière que ça l'est maintenant. Aujourd'hui, tu dois mettre ton utilisateur et ton client au centre de ta stratégie de création de boîte, de marque. Et en fait, ça a autant de puissance, d'impact et d'importance que d'avoir un bon produit ou d'être capable de mettre le bon message en face de la bonne personne. Déjà, parler à tes clients, ça te permet d'affiner ton message. Enfin, tu vois, c'est un cercle qui se complète une fois que tu l'as compris. Et donc, tu es obligé de le prendre en considération et de prendre soin de tes clients globalement. Et si c'est le cas, si vraiment tu as l'ambition de créer un truc qui est durable, les portes sont 100% ouvertes pour toi. Il ne faut pas te freiner à te lancer juste parce qu'on a dit que c'était un peu plus difficile qu'avant. Au contraire, ça a fait le tri. Ça a fait le tri des personnes qui étaient là pour créer quelque chose qui avait du sens, apporter de la valeur, proposer des solutions qui sont concrètes à des besoins qui sont réels et bien identifiés. Et voilà, et aujourd'hui, c'est principalement que eux qui sont là et qui sont encore là, on va dire, sur le marché. Merci Thomas. Merci à vous les gars, la prochaine fois c'est moi qui vous bombarde de questions. Avec plaisir. On redirige les viewers vers quoi? Le thème, l'agence, le podcast? Thème full stack, meilleur thème Shopify, vous tapez une des deux requêtes, vous tomberez dessus, quoi qu'il arrive. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Insta, peu importe, vous tapez Thomas Giraud ou même YouTube, et vous verrez un petit peu les pièces de contenu que j'ai laissées jusqu'à maintenant. Et puis si vous voulez me poser des questions, ce sera pareil, hein, mes DM sont ouverts sur LinkedIn, Insta, peu importe, je les check partout. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. C'était une longue discussion, donc chapeau à ceux qui se sont accrochés jusqu'ici. Bien joué les gars. Ok, tous les liens sont en description, allez cliquer, allez découvrir tout ça et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Salut.